La marque Razer a sorti plusieurs modèles dans la série Wolverine, un modèle possédant de belles innovations et d'autres designs à ne jamais reproduire. En 2024, Razer a sorti le modèle Wolverine V3 qui semble être le modèle ultime ayant appris de leurs erreurs. Et cette Wolverine V3 est sortie en deux versions, une première la version Pro qui sera le flagship de cette édition et une version Tournament qui sera un petit peu castrée car elle sera en filaire. Je teste ces deux modèles depuis maintenant 3 semaines et je vous propose aujourd'hui une review complète couvrant les aspects techniques, le logiciel et mon ressenti par rapport à ces différentes features. Avant ça, pensez à liker la vidéo et vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et comme ça vous ne louperez aucune review manette ou IEM. Petite précision d'usage, je n'ai pas reçu les manettes de la part de la marque, je ne suis payé par aucune marque pour faire cette vidéo. Vous trouverez cependant des liens affiliés dans la description vers Amazon. Enfin, je peux dire ce que je souhaite sur les manettes en bien comme en mal, de manière à ce que les marques s'améliorent avec le temps. Et nous commençons bien sûr par un petit unboxing. Commençons par la Tournament qui est la version filaire affiché au tarif de 120 € hors promotion. On retrouvera un contour en mousse découpé pour maintenir la manette à l'intérieur de son emballage, un mode d'emploi, une plaquette de stickers et un câble non tressé d'une longueur de 3 mètres ainsi que notre manette. La version Pro, qui est donc la version sans fil, sera affichée au tarif de 229 €. On retrouvera dans la boîte notre mode d'emploi, nos stickers et cette fois-ci le câble sera tressé, toujours d'une longueur de 3 mètres. Cette version est fournie avec une sacoche brandée avec le logo de la marque sur le dessus. On retrouvera à l'intérieur de la sacoche 2 embouts de joystick, un dongle USB pour la connexion sans fil, ainsi que notre manette. Niveau esthétique, on notera quelques différences au niveau des boutons A, B, X et Y. Les boutons A, B, X et Y seront beaucoup plus marqués et glacés sur la version Pro, le logo sera en RGB programmable également, ainsi que la présence d'un grip différent à l'arrière de la manette. Sur la version Tournament, c'est une simple extrusion de matière texturée, contre un grip en caoutchouc sur la version Pro. Niveau grip, ce sera donc pour moi un 6 pour la version Tournament et un petit 7 pour la version Pro. Parlons maintenant des boutons principaux A, B, X et Y. Ces derniers sont équipés de switches mécaniques de la marque Kailh. Sur la Tournament, on aura des boutons mat de la même matière que le corps de la manette, avec des marquages noirs pouvant rendre difficile l'identification des boutons, bien que je doute que vous en ayez encore besoin. Sur la version Pro, les boutons sont en plastique glacé avec un marquage clair qui les rend un peu moins glissants. Maintenant, d'un point de vue ressenti, j'ai bien peur que les deux manettes ne soient pas équipées exactement des mêmes switches. Ceux de la version Pro demandant une force d'activation supérieure à ceux de la version Tournament. Cela les rendant plus difficiles à spammer et j'avoue ne pas trop comprendre ce choix, sachant que ceux de la version Tournament ne sont pas non plus très légers. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas non plus du simple au double, vous n'aurez pas non plus besoin d'une massue pour activer les boutons de la version Pro, mais ça me semblait intéressant de le relever étant donné que j'ai les deux manettes à ma disposition. Enfin, il demande un peu plus de distance d'activation que la concurrence, ce sera donc une note finale de 8 sur 10 pour ces boutons A, B, X, Y. Passons maintenant à la croix directionnelle. Elle est aussi équipée de switches mécaniques, ici rien à dire, annoncé comme ayant 8 directions en comptant les diagonales, il y aura d'ailleurs la possibilité de choisir entre 4 directions et 8 directions une fois sur le logiciel. Ce sera donc un 9 sur 10 pour cette croix directionnelle. Parlons maintenant des palettes et des boutons additionnels enclos sur le devant de la manette. Vous retrouverez sur cette manette 6 boutons additionnels, numérotés de M1 à M6. Pour commencer, vous retrouverez 2 boutons M1 et M2 situés au niveau des gâchettes entre LB et RT et LB et LT. Ce type de boutons étaient déjà présents sur le modèle V2 ainsi que le modèle Ultimate de la marque. Leur positionnement est plutôt bon, on pourra même les activer en appuyant seulement sur la tranche du clic, attention, pas en relevant votre index, mais en appuyant bien sur le côté du bouton. Pour moi, ça fait partie des meilleurs placements de boutons et ce n'est pas pour rien, je pense que Nacon a d'ailleurs rajouté ça sur sa version X Unlimited Revolution. Ou Revolution X Unlimited. Petite note en extra uniquement pour ces boutons M1 et M2, je leur attribuerai la note de 9 sur 10. Maintenant parlons des palettes M3 à M6. Niveau placement c'est très bon, un bouton sous le majeur et un sous l'annulaire et vous n'aurez pas besoin de relâcher complètement votre grip grâce justement au design qui a été modifié sur cette Wolverine. Les touches seront équipées de switches mécaniques avec une pression assez légère. Mais encore une fois, je suspecte Razer de ne pas avoir utilisé exactement les mêmes switches sur les deux modèles. Et à l'inverse des boutons de la face avant ABXY, ici nous aurons une tension moins importante sur les boutons de la Pro
comparés à ceux de la Tournament. Cependant, rassurez-vous, vous n'aurez pas une expérience moins bonne que vous possédiez le modèle Pro ou le modèle Tournament, les deux Switch sont quand même bons. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attribuer sur ces boutons additionnels? Touche du clavier, manette, besoin d'application à la volée. Tout d'abord, vous pouvez remapper vos touches de M1 à M6 sur les deux modèles en faisant une petite combinaison de touches. Ensuite, sur Xbox, vous aurez accès à l'application Razer Controller Setup for Xbox. Elle sera d'ailleurs aussi présente sur PC. Et vous pourrez donc remapper dessus les touches de M1 à M6 et enregistrer jusqu'à 6 profils différents. Sur ces touches, vous ne pourrez attribuer que des touches de votre manette. Maintenant, sur PC, les deux modèles sont maintenant reconnus par le logiciel Synapse 4. Celui-ci vous permettra encore une fois de ne remapper que les touches additionnelles de M1 à M6, mais vous pourrez cette fois-ci y attribuer des touches de votre clavier, cela pouvant s'avérer pratique sur les jeux FPS comme Warzone ou Apex, où les touches de la manette vont avoir plusieurs fonctions. J'attribuerai donc la note de 8,5 voire 9 dans les meilleurs jours à ces boutons additionnels pour les palettes et les boutons enclos. Je pense maintenant qu'il y a un point important à aborder sur cette manette, et ce sera l'ergonomie. Comme vous avez pu le remarquer, Razer a fait un certain travail sur la forme de cette manette et notamment pour faciliter l'accès aux palettes de manière à avoir une position naturelle et ne pas avoir à relâcher complètement son grip pour appuyer sur celle-ci. Mais ce design sera limitant en fonction de la taille de votre main. Personnellement, j'ai une main de 10 cm de large par 18 cm de haut et je sens que la manette est un petit peu trop petite pour moi, notamment à cause de la largeur de ma main. Donc si votre main est plus grande que ces dimensions, je vous conseillerais d'éviter cette manette et de vous diriger vers un design Xbox un petit peu plus commun. Et quoi qu'il arrive, prenez votre manette sur Amazon, ce sera plus simple en cas de problème technique et également si la manette ne vous convient pas. Vous avez un lien affilé dans la description. Parlons maintenant des joysticks anti-stick drift, contrôle freak, latence, on est parti. On commence par le design de base. Sur la version Tournament, ce sera deux joysticks creux avec un petit diamètre comme les modèles Xbox standard, mais en beaucoup plus creusé. J'avoue ne pas être un fan absolu des joysticks Xbox de base, et là le fait que ce soit encore plus creusé, ça les rend moins confortables. Sur la version Pro, ils seront interchangeables, vous offrant la possibilité de remplacer les embouts petits et creux par un petit embout bombé, un grand embout creux, et c'est tout. C'est assez décevant étant donné que le petit creux n'étant pas très confortable, le grand creux ne le sera pas non plus. Qui plus est, je trouve le package un petit peu léger. En général, on va avoir entre 6 et 8 embouts, petits, creux, bombés, larges. Voilà, là on en a que 2 et au final, ça change pas beaucoup l'expérience. Si vous avez des gros pouces comme moi, je vous conseillerais donc d'utiliser naturellement des contrôle freak. Pour une fois, je ne laisserai pas de suspense. Le seul modèle qui fonctionnera, qui sera assez ajusté, ce sera le modèle Xbox. Si vous n'en avez jamais utilisé, je vous conseillerais de tester le modèle Galaxy. Sur les modèles Galaxy, l'avantage c'est que vous aurez un petit embout qui rehaussera votre joystick de 6 mm et un grand de 11 mm. En dehors de l'aspect confort, on utilise généralement des contrôle freak pour gagner en précision sur le joystick droit, de manière à avoir une plus grande distance à parcourir avec celui-ci, ce qui permettra de faire plus facilement des micro-ajustements à longue distance sur les jeux type FPS. Passons maintenant au type de module utilisé pour ces joysticks, et ce sont des joysticks Hall Effect. Pour rappel, ce sont des joysticks magnétiques, aussi appelés anti-stick drift. Je vous laisserai regarder juste ici la petite vidéo explicative sur le phénomène de stick drift et la différence par rapport au joystick standard. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deux manettes sont équipées de deux modèles de joystick différents. Tout d'abord, parlons de la circularité en nous rendant sur le site Gamepad Tester. J'ai branché la version Tournament et voici donc les valeurs de repos de nos joysticks. Il est à peu près correct, sachant que je n'ai pas recalibré donc les joysticks avant de faire cette manipulation. On est donc à peu près à du 0,00434, c'est correct. Maintenant testons la circularité et on va donc avoir un encodage carré avec 12,3% de chaque côté. On va pouvoir les passer en circulaire si on passe sur le logiciel. On refait le test et naturellement on va avoir 0,4% d'erreur en circularité. On supprime donc les erreurs causées par les diagonales sur nos joysticks. Attention, ça pourra vous faire une impression de ralentissement, surtout si vous appliquez ça sur le joystick droit, mais vous pourrez gagner en précision également. Pour recalibrer votre joystick, vous aurez besoin de l'application Razer Controller Setup for Xbox. Vous pourrez l'utiliser sur votre console Xbox ou sur PC, c'est ce que je fais actuellement. On commence par le joystick gauche, on décale doucement notre joystick jusqu'à la distance, on relâche et on appuie avec LB et on fait la même chose pour toutes les directions.
Voyons voir donc maintenant l'évolution des valeurs de repos et de la circularité. Écoutez, on a gagné pas mal, on est passé à 0,00377 et là le 2 puissance moins 5. Niveau circularité cette fois-ci, très bien, rien n'a bougé, mais on a gagné un petit peu au moins sur le centrage du joystick. Et voilà, maintenant sur la version Pro, encore une fois, je n'ai pas recalibré les joysticks avant de faire la manipulation et voyons voir les valeurs de repos. Mais un peu plus élevé que sur la version Tournament, on pourra essayer de recalibrer les joysticks pour voir ce que ça change, sachant qu'il semble qu'il y ait un léger décentrage de notre joystick droit. Avant tout, petit test de circularité, on arrive à une valeur de 11.9 et 11.8, la même chose en fait qu'on avait sur la version Tournament. Maintenant, voyons ce que donne cette recalibration au niveau des valeurs de repos. Écoutez, on a déjà gagné pas mal, on se retrouve maintenant à 0,00374, 0,00218, impeccable. La recalibration fonctionne comme il faut. Pour ce qui est de la circularité, on a gagné quelques pourcents. On est tombé à 10.5 et 9% du côté droit. C'est pas énorme comme gain, mais c'est toujours ça. Attends, je vous ai dit que les modules utilisés dans les deux manettes n'étaient pas exactement les mêmes. Pour ça, il faut qu'on pousse les tests un peu plus loin avec un test de résolution. Pour ça, nous aurons besoin du petit logiciel Stick Analyzer qui se retrouvera sur le site Gamepaddelay. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Avant de faire ce test de résolution, sachez qu'il y a eu une mise à jour pour les deux manettes le 29 mai 2025. Et dans le cas des joysticks, cela aura eu pour effet de corriger un problème de résolution sur la version Tournament. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou alors que vous avez lu des posts Reddit qui disaient que la version Tournament était vraiment horrible au niveau de sa sensation des joysticks, rien de surprenant, il y avait tout simplement un problème qui est maintenant résolu. Je vous donnerai les valeurs qui ont changé dans les tests qui arrivent. On se retrouve en premier avec la version Tournament. Votre manette est donc reconnue et là vous tapez sur 1 pour tester le joystick gauche et 2 pour tester le joystick droit. On va d'abord tester le joystick gauche et la marche à suivre est assez simple. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous allez faire 3 fois le tour de votre joystick qui doit être testé afin de calibrer le centrage. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à pousser délicatement notre joystick le plus droit possible de manière à suivre la ligne horizontale gauche. Pour ça, je me munis d'un petit coupe-papier qui me permettra de suivre une trajectoire rectiligne. 135 points et donc ça nous fait un step resolution, donc ça veut dire chaque incrément sera de 0,00739. Et comme dit précédemment, j'ai fait un test de résolution avant cette mise à jour du 29 mai et on avait à ce moment-là une résolution de 85, ce qui donnait un step resolution, donc un incrément de 0,01176. La mise à jour a donc augmenté la résolution et donc on aura des petits pas entre chaque déplacement qui seront bien plus petits, donc on sera plus précis. Et cette résolution donc de 135, c'est à peu près celle qu'on obtient sur des joysticks sur une manette PS5. Maintenant, même test sur la version Pro. On obtient une valeur de résolution de 229, j'ai réussi à obtenir jusqu'à 250 avec ces joysticks. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est donc le step resolution et on est à 0,00436. J'ai pu faire des comparaisons à l'aide de la manette FlyDigi Vader 4 Pro. Sur celle-ci, on peut régler la résolution des joysticks 8, 9, 10, 11 ou 12 bits. À l'issue de ces tests, j'ai pu en conclure que la version Tournament utilisait des joysticks avec une résolution de 8 bits et que la version Pro utilisait des joysticks d'une résolution de 9 bits. En conclusion, cette résolution plus élevée sur la version Pro rendra ces joysticks un petit peu plus précis. Est-ce que ça vaut pour autant les 110 € supplémentaires par rapport à la version Tournament? Toujours pas. Parlons maintenant latence et overclocking. Ici, pas besoin d'IDUSB, pas besoin d'overclocking, tout se fait directement sur la manette. Pour faire les tests, vous aurez besoin du logiciel Xinput Test, je vous mettrai un lien de téléchargement vers GitHub dans la description. Une fois téléchargé, vous cliquez sur X264, puis Xinput Test Min Sample, et vous allez faire tourner votre joystick gauche le plus rapidement et le plus régulièrement possible pour avoir les mises échantillons. On obtient donc un pooling rate de 263 Hz et une latence comprise entre 1,92 et 5,58. L'écart supérieur est pas forcément fou, mais du coup on a une latence moyenne de 3,8 millisecondes. Cette latence vous la retrouverez donc en utilisant la manette sur votre console Xbox ou en direct sur votre PC si jamais vous n'activez pas le mode tournoi qu'on va voir tout de suite. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'overclocking et que tout se passait sur la manette. Et en effet, on peut activer le mode tournoi, que ce soit sur la version Tournament ou sur la version Pro. Pour passer en mode tournoi, vous allez devoir appuyer simultanément sur les touches suivantes. Le bouton avec un petit cercle, la touche A et la touche menu sur le côté.
On reste appuyé pendant 2 secondes et là la LED est passée de la couleur blanche à la couleur verte, nous sommes en mode tournoi. Et on obtient donc une valeur de 1161 Hz de pooling rate, 0,86 millisecondes de latence moyenne et un écart compris entre 0,50 millisecondes et 2 millisecondes. C'est très correct, écoutez, on arrive à la même latence qu'une manette de PS5 à 1000 Hz, tout simplement. On passe maintenant au test sur la version Pro en mode Xbox et on va voir combien ça nous donne de latence. On a un pooling rate de 557 Hz, une moyenne en millisecondes de 1,79 et un écart de 0,517 à 2,5 millisecondes. Alors c'est excellent, mais pour le coup je pense que ce 500 Hz il est autorisé uniquement sur PC. Sur console Series X et Series S, vous n'aurez accès qu'aux 250 Hz comme sur la version Tournament. Et que ce 500 Hz, ça a été autorisé avec la mise à jour du 29 mai et donc la mise à jour du firmware de la manette. Maintenant on refait les tests avec le mode tournoi et on va voir ce que ça donne. Et on obtient de nouveau un très beau 1098 Hz avec 0,91 millisecondes de latence moyenne et un écart de 0,50 à 28 ms. Allez hop, on est reparti. 1175 Hz, 0,85 millisecondes, un écart entre 0,5 et 2 millisecondes. C'est parfait. Et on fait un dernier test avec le dongle sans fil, donc pour la Pro. Et on se retrouve avec, je pense ça va être du 4 millisecondes. On est à 262 Hz, 3,81 millisecondes de latence, un écart entre 2,68 et 4,72. Écoutez, c'est plutôt propre pour le coup pour la sans fil, et c'est donc les résultats que vous aurez sur PC et sur Xbox, étant donné que le mode tournoi ne fonctionnera pas en sans fil. Pourquoi ne l'ont-ils pas mis? Peut-être pour une économie d'énergie. En attendant, ça aurait quand même été bien pour justifier un petit peu le tarif de la version Pro, encore une fois. Parlons maintenant applications et logiciels. Sur console Xbox ainsi que sur PC, vous aurez accès à l'application Razer Controller Setup for Xbox. Vous la trouverez naturellement dans le Microsoft Store sur votre console ou sur votre PC. Pour que votre manette soit reconnue, il faudra qu'elle soit en mode Xbox et non pas en mode tournoi, donc PC. Nous voilà donc dans le menu principal, vous pourrez programmer jusqu'à 6 profils différents et vous pourrez même les changer à la volée en appuyant sur la touche rond en bas de votre manette ainsi que la touche A, B, X ou Y. On sélectionne notre profil, on peut le modifier, changer la mémoire intégrée, renommer, copier, car comme vous l'avez vu, les deux autres forcément il faudra les interchanger. Ici nous sommes sur le menu de la version Tournament, mais sur la version Pro, vous aurez 2 menus supplémentaires qu'on verra juste après. Premièrement, en configuration des boutons, vous ne pourrez donc reconfigurer que les boutons additionnels de M1 à M6, vous cliquez sur la touche, vous pouvez attribuer n'importe quelle action, ainsi que 2 actions de débrayage de la sensibilité, je vous explique juste après à quoi ça correspond. Et bien sûr, si vous ne souhaitez pas d'action sur vos palettes, vous pouvez toujours désactiver. Menu paramètres des sticks, ici vous aurez un paramètre de double zone morte, je vous déconseille de l'activer, ça pourra vous faire un rendu assez bizarre sur votre joystick. Le mode de circularité, soit en standard, donc carré, comme on a vu tout à l'heure durant les tests, et le mode circulaire. Attention, par contre, contrairement à d'autres manettes, vous changerez automatiquement le type d'encodage des 2 joysticks en même temps. Pas moyen, comme sur la Vader 4 Pro ou la Cyclone, de dire je veux le joystick de déplacement en carré et le droit en circulaire ou inversement. Paramètres de zone morte, je vous conseillerais bien entendu de les mettre à 0 et de seulement les régler à l'intérieur de votre jeu. Et là, il nous met un petit message, attention, vous pourrez avoir des mouvements, ce sera très sensible uniquement pour les pros. On n'est pas des pros, mais on mettra quand même à 0. Maintenant, attribuer l'embrayage de sensibilité. Vous cliquez sur attribuer, on va sélectionner d'abord une touche pour activer le paramètre. L'embrayage de sensibilité, on le met soit sur le joystick droit, soit sur le joystick gauche, soit sur les 2 joysticks en même temps. On va sélectionner le joystick droit et on nous propose de faire régler maintenant. Et ici, on trouvera un slider allant de 0 à 10. Et en fait, ce slider, ce sera un coefficient qui sera appliqué à votre sensibilité et ce coefficient s'activera uniquement quand vous appuierez sur la touche que vous aurez décidé. Si je laisse sur 10, il n'y aura absolument aucun changement. On voit donc que le point vert ira au maximum de la course. Maintenant, si je mets à 0,5, eh bien mon joystick s'arrêtera à la moitié de la course et ça aura pour effet de diminuer ma sensibilité par 2. On pourra trouver un avantage sur certains jeux de voiture pour limiter les déplacements dans des situations compliquées ou encore sur les jeux type FPS quand vous prenez des duels à longue distance et que vous souhaitez avoir encore plus d'ajustements que les coefficients que vous avez mis sur votre jeu pour votre sensibilité de visée, eh bien ce sera idéal dans ces moments-là. On retrouve ici le menu de calibrage des joysticks. Vous pouvez bien sûr tester vos joysticks droite et gauche, mais on a déjà vu comment les calibrer juste avant. Maintenant le menu paramètres de gâchettes, vous pourrez régler la zone morte de vos gâchettes ainsi que les passer en mode numérique. À ce moment-là, vous n'aurez pas le trigger stop, mais vous pourrez les activer avec un très petit déplacement et naturellement, ceci n'aura
aucun effet si vous passez sur les trigger stop, à peine appuyé sur la gâchette, ça fait clic. Le menu paramètres de croix directionnelle, ça vous servira sans doute pour ceux qui souhaitent jouer à des jeux de combat et ne pas déclencher des diagonales ou inversement qui les veulent fortement ces diagonales. La force haptique, c'est bien entendu le retour de vibration sur votre manette, alors elles sont plutôt conséquentes. Voilà, on va mettre 8 sur 10 en termes de force. Vous pourrez faire rétablir toutes les valeurs par défaut du profil, bien entendu, en bas à gauche. En haut à droite, vous aurez le menu paramètres pour voir la version du logiciel ainsi que la version du firmware de votre manette. Réinitialisation en format usine, les politiques de confidentialité, etc. Et on va voir tout de suite les options qui se rajoutent pour la version pro. On voit donc que 2 menus se sont rajoutés. Le menu éclairage, bien entendu, pour modifier la couleur de notre logo Razer sur le devant de la manette. Et enfin, le mode économie en sans fil pour activer un moment à partir duquel la manette se mettra en veille. Maintenant, voyons les fonctionnalités présentes sur le logiciel Synapse 4. Ici, on retrouvera la totalité des menus qu'on avait déjà sur l'application, avec un petit menu supplémentaire avec le Sensa HD. Personnellement, je ne l'utilise pas. Ensuite, on aura les gâchettes, les sticks, l'éclairage, l'alimentation, le calibrage. Vous allez me dire quel est l'avantage de l'utiliser directement sur Synapse plutôt que l'application Xbox. Eh bien, l'avantage, il est ici. Bien sûr, vous ne pourrez remapper, encore une fois, que les boutons additionnels de M1 à M6. Mais une fois qu'on souhaite remapper une des touches, on aura toujours les touches de notre manette. Donc, on met celles qu'on souhaite, même les actions de débrayage. Et ensuite, on aura aussi les fonctions du clavier. Bon, pas d'option de la souris, mais au moins, vous aurez toutes les touches de votre clavier sur lesquelles vous pourrez attribuer des options sur votre jeu et ensuite les rebalancer sur votre manette. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement précédemment. Et c'est à peu près tout. La mise à jour du 29 mai a rendu enfin possible l'utilisation de la version Tournament sur Synapse. Donc depuis le 29 mai, on a enfin des joysticks qui fonctionnent correctement sur la version Tournament et on a enfin accès aux touches du clavier sur la version Tournament. Donc si vous avez attendu jusqu'à maintenant pour acheter une Razer Wolverine en Pro ou en Tournament, eh bien vous aurez enfin le logiciel fonctionnel ainsi que l'application avec toutes les options. Maintenant, petit point sur la compatibilité. Vous l'aurez compris, vous pouvez utiliser ces deux manettes sur PC et Xbox. Et vous pourrez également les utiliser sur PlayStation 5 à condition d'utiliser un adaptateur. Pour cela, je vous conseillerais d'utiliser un adaptateur de la marque Brockwingman qui est le FGC2 sur PlayStation 5. Cependant, faites attention, ce type d'adaptateur vous retirera deux options de la manette. Premièrement, vous ne pourrez plus utiliser le jack à l'avant de la manette, il vous faudra donc utiliser un casque sans fil ou bien faire sortir le son de votre écran. Et deuxièmement, les vibrations ne fonctionneront pas sur la manette. Si cela vous intéresse, vous trouverez un lien affilié dans la description. Il est temps maintenant de parler des points positifs et négatifs de ces manettes. Commençons par les points négatifs et le premier ce sera sa taille. Vous l'aurez compris, cette manette ne sera pas faite pour tout le monde. Si vous avez une taille de main supérieure à la moyenne, notamment au niveau de la largeur de la paume, il faudra probablement passer votre chemin. Dans le doute, prenez-la sur Amazon, ce sera toujours plus simple en cas de problème. Deuxième point négatif, attention aux câbles, il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui ont été relevés par rapport à un manque de maintien du câble et ça peut être problématique forcément sur la version Tournament qui ne fonctionne qu'en filaire. Je n'ai eu personnellement aucun problème sur ce point, mais il me semble important de vous le préciser afin que vous ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Ensuite, si c'est pour une utilisation PC, il sera décevant de ne pouvoir remapper que les boutons à l'arrière de la manette, les 4 palettes et les 2 boutons additionnels en clos. On aurait aimé pouvoir remapper toutes les touches de la manette comme sur la Cyclone 2 ou la Vader 4 Pro pour une utilisation sur PC. Et dernier point négatif, ce sera sur le prix. La version Tournament est en soi bien placée avec son tarif de 120 €, mais il est extrêmement difficile de justifier la différence de 110 € pour la version Pro. Ce tarif supplémentaire ne vous apportant qu'une maigre compensation avec une sacoche, 2 embouts, une batterie et un peu de RGB à l'avant de la manette. Maintenant parlons des points positifs. Premièrement, les palettes à l'arrière sont très bonnes et c'est une excellente évolution par rapport au modèle précédent. Deuxième point, les gâchettes interchangeables sont très agréables et pour le coup semblent assez robustes. Troisième point, la présence des boutons additionnels M1 et M2, même si ce n'est pas une évolution par rapport au modèle précédent, eh bien pour moi ça fait la différence par rapport aux autres modèles présents sur le marché. Troisième point positif, on aura des modules Hall Effect. On aurait forcément préféré avoir des joysticks TMR afin d'avoir une meilleure précision, mais bon, c'est déjà une première évolution par rapport au joystick standard. Après tout ça, la question qui se pose c'est est-ce que je vous conseille d'acheter la version Tournament ou de mettre plus d'argent dans la version Pro? Personnellement, mon choix se tournera vers la version Tournament, car même s'il semble que la marque ait fait quelques restrictions au niveau du choix des composants sur la version Tournament, ça restera le meilleur rapport performance-prix. Bien sûr, si vous prévoyez de jouer sur votre télé à 5 mètres de distance devant votre écran géant, évidemment, le sans fil pourra être une solution de praticité. Mais dans le cas inverse, si vous êtes sur un setup
setup un peu plus serré ou que vous jouez sur PC, la version Tournament suffira largement. Je pense personnellement qu'un placement à 180 voire 200 € pour la version Pro aurait été plus acceptable que les 230 actuels. Maintenant que vous avez tous les éléments, dites-moi en commentaire quelle version vous choisiriez. Et bien sûr, si cette review vous a plu, pensez à liker et vous abonner pour ne louper aucune des prochaines reviews. Rejoignez mon Discord ambiant pour retrouver toutes mes recommandations manettes et IUM et avoir un conseil personnalisé par rapport à votre besoin. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, geekez bien.